Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui au nord de Taï le Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye a été nommé, vous le savez, le 3 avril 2013. Bientôt, il fera un an à la tête du gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Les Sénégalais ont été surpris en se réveillant un jour en voyant votre nom comme Premier ministre du Sénégal. Quand vous avez été nommé Premier ministre, qu'est-ce que cela vous a fait? Écoutez, je le savais depuis la veille, mais j'avais également été particulièrement surpris lorsque le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, m'a fait la proposition. Cela n'a jamais correspondu à un objectif de carrière. Et la première impression que j'ai eue, c'est qu'on me posait sur les épaules une lourde charge. Et j'ai évidemment tout de suite pris l'engagement de servir mon pays du mieux que je pourrais le faire, après avoir remercié Monsieur le Président de la République. Mais qu'est-ce qu'on ressent à ces moments où vous n'êtes pas attendu à ce poste? Les Sénégalais ne pensaient pas à votre profil. Subitement, le président sort de son chapeau, entre guillemets, M. Abdoul Mbaye. Écoutez, la première impression, c'est est-ce que je vais m'en sortir après la surprise des premiers moments. Puis finalement, je me suis souvenu que j'avais eu une carrière faite de surprises, peut-être pas aussi importantes, mais dans le principe, elles se sont toutes présentées de la même manière, puisque dans les différents postes de responsabilité que j'ai eu à occuper, à chaque fois, on m'a appelé pour m'en informer, et probablement que j'avais été donc préparé à recevoir un pareil coup de poing. Est-ce qu'un an après, vous pensez que vous en êtes sorti? Écoutez, j'ai le sentiment que je me débrouille pas trop mal. Peut-être pas d'ailleurs sur la foi de mon seul sentiment, mais en écoutant autour de moi mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi. Ceci dit, il faut quand même reconnaître que la tâche est difficile. Il faut également reconnaître que les difficultés sont nombreuses et il faudra probablement du temps pour atteindre les objectifs qui sont ceux et qui restent ceux du président de la République, puisque le Premier ministre est là pour mettre en œuvre la politique de la nation telle que définie par Monsieur le Premier ministre, le président de la République. Nous sommes là pour un temps déterminé. Nous donnerons le maximum de nos forces pour aller dans le sens de la réalisation de ces objectifs. Et un jour ou l'autre, il faudra bien passer le flambeau à quelqu'un. Vous êtes venu dans un contexte difficile, compliqué, une deuxième alternance après 12 ans de gouvernance d'Abdoulaye Wade. Il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir des Sénégalais par rapport à ce nouveau gouvernement. Mais est-ce qu'il est facile pour un Premier ministre qui n'est pas issu d'un parti politique d'être un Premier ministre de coalition au pouvoir? Écoutez, vous faites bien d'insister sur l'immense espoir qui était celui, qui reste d'ailleurs, je crois, celui du peuple du Sénégal. Et probablement d'ailleurs que le poids de la charge était alourdi à cause de ça et reste alourdi à cause de ça. Nous devons trouver des réponses immédiates, mais nous devons également faire vivre l'espoir, ne pas décevoir, tout en sachant qu'il faudra du temps pour réaliser les objectifs qui ont été fixés par le président de la République, tout en sachant qu'il faudra du temps pour trouver les réponses adéquates à tout ce qui correspond aux attentes des Sénégalais. Je crois que le fait d'être à la tête d'un gouvernement de coalition ne crée pas de problème particulier. Pourquoi? Simplement parce que on rappelle à ce moment-là à chaque fois, et le président ne cesse de le faire, que l'objectif, c'est de servir la République. Les partis ont leur rôle, mais en dehors du gouvernement. Les objectifs qu'ils fixent sont ceux qui doivent mobiliser l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Et dans ce cadre, je suis peut-être même plus à l'aise
Il m'a demandé de ne pas faire de la politique parce que j'en faisais pas et parce qu'il m'a choisi. Disons que ce fut l'un des critères de son choix. Et je me sens parfaitement à l'aise dans cet environnement. Les choses sont neutres, si vous voulez. Mais un Premier ministre d'une coalition où les intérêts sont divergents, dans la coalition elle-même, où chaque parti essaie de tirer profit de sa présence dans le gouvernement, de sa présence dans les sphères de l'État. Comment coordonner toute cette action? Écoutez, de toute façon, je pense qu'il y a toujours au moins des ambitions personnelles dans une équipe gouvernementale et que ces ambitions personnelles ne convergent pas toujours toutes dans la même direction. Il est exact que lorsqu'en plus les membres du gouvernement viennent de partis différents, il peut y avoir au niveau conceptuel, idéologique, peut-être quelques divergences. On peut le craindre, mais très sincèrement, je ne le sens pas dans la direction de ce gouvernement. Il y a des objectifs clairs, il y a un programme qui est celui de Monsieur le Président de la République, qui s'appelle Yonu Yokute, et c'est celui-là que nous sommes chargés de mettre en œuvre. Et tout le monde va dans cette direction. Alors, le jour où l'un des membres du gouvernement décidera d'appliquer autre chose que ce programme bien clairement défini, que tout ce qui a pu ensuite être décliné dans la déclaration de politique générale, à ce moment-là, évidemment, il y aura des décisions qui seront prises. Mais est-ce que justement la démission de M. Gakou en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie était dans une logique de ne pas appliquer le programme de Yokute, c'est ça? Non, je ne l'ai pas constaté. Pourquoi il a démissionné? Écoutez, il a évoqué des raisons personnelles. Moi, c'est cela que je retiens. Mais pour revenir à votre première observation, ce qu'il faut savoir, c'est que, disons, on rappelle que c'est une démission qui est peut-être intervenue après une décision importante qui avait trait à la fixation du prix homologué de la farine. Mais en la matière, aucune des décisions qui a été prise n'a été contestée par M. Gakou, bien au contraire. Monsieur le ministre Gakou a présenté plusieurs options et c'est l'une des options qu'il a présentées qui a été retenue. Mais pourtant, certains disent que c'est des dissensions entre lui, vous et les meuniers qui ont fait qu'il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord sur l'orientation qui avait été prise. Non, je ne puis dire ça. Moi, je me contente je ne peux pas les évoquer d'ailleurs, mais il y a eu des réunions techniques ouvertes. Ce n'était pas un entretien privé entre le ministre Gakou et moi-même. Bien entendu, dès lors que les meuniers souhaitaient augmenter le prix de la farine, et l'ont même augmenté à un moment donné, c'était au début de l'année, que cela n'était pas le vœu du président de la République, n'était pas non plus une décision justifiée, économiquement justifiée. Il est possible qu'entre les meuniers et le gouvernement, et je crois d'ailleurs que c'était le cas, il y a eu divergence de vues, divergence d'opinion sur le niveau du prix qu'il fallait retenir pour la farine. Mais du côté du gouvernement, je vous le redis, nous étions donc une équipe de 3, disons, le ministre du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances et le Premier ministre. Nous avons pris des décisions en totale harmonie et en totale convergence de vues. Et pourtant, sa démission a été une surprise pour beaucoup de Sénégalais. Et même pratiquement le gouvernement lui-même n'était pas au courant que M. Gakou avait démissionné. Oui, ça a été une surprise, c'est vrai, mais ça c'est le respect peut-être de la forme républicaine qui a fait défaut. Mais à tout moment, un ministre peut décider de quitter un gouvernement. Mais pour l'instant, je retiens simplement que ce sont des raisons personnelles qui ont été évoquées. Il n'y a pas eu de divergence sur la politique à observer en matière de prix des denrées et en particulier en matière de prix de la farine. Justement, concernant les meuniers, M. le Premier ministre, est-ce que vous pensez que vous disiez tantôt que la situation économique n'était pas justifiée? Pourquoi les meuniers ont voulu augmenter le prix du pain? Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on assiste à une sorte de monopole par rapport à la vente de la farine dans ce pays? Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des évolutions, des variations du prix du blé, puisque la farine est fabriquée à partir du blé.
Et il faut d'ailleurs reconnaître que sur le long terme, on peut se situer dans une hausse tendancielle, mais qui peut pratiquement être considérée comme certaine. Mais il y a également des variations qui ont un caractère conjoncturel. Le prix du blé dépend de la sécheresse aux États-Unis, c'était le cas, dépend de la manière dont les hivers se déroulent et de bien d'autres facteurs. Donc il est possible que de temps en temps, il y ait des variations très importantes, mais qu'on peut considérer comme conjoncturelles. En la matière, c'est l'analyse que nous avons faite, à laquelle nous sommes parvenus. Nous avons analysé les prix du blé à l'entrée du Sénégal sur les derniers mois, et nous avons constaté qu'il était possible de surseoir à une hausse du prix de la farine, en tenant compte d'un ensemble de facteurs. Je vais donner un petit exemple. Dans les structures anciennes des prix présentés par les meuniers qui justifiaient la hausse du prix de la farine, le son, qui est un sous-produit du traitement du blé, n'apparaissait jamais comme élément modérateur. Nous avons décidé, de concert avec le ministre du Commerce et le ministre de l'Économie et des Finances, d'introduire cet élément modérateur, puisqu'il s'agit d'un sous-produit qui est commercialisé. Ça a eu un effet sur la structure des prix et donc sur le niveau du prix de la farine. Nous avons également, nous sommes allés plus loin, nous avons examiné les comptes d'exploitation des meuniers pour voir s'ils perdaient véritablement de l'argent. À ce sujet d'ailleurs, il est bon de tenir compte d'une chose importante. Une entreprise n'est pas faite pour gagner toujours, chaque année, de l'argent. Il y a des moments où il faut accepter d'en perdre pour en gagner de nouveau l'année suivante. Sauf certains économistes qui disent et c'est important, c'est pourquoi vous avez, je rebondis sur votre observation relative au monopole, sauf lorsque vous êtes en situation de monopole ou d'oligopole. Et à cet égard, vous avez toujours tendance à garantir votre marge, à garantir votre revenu, votre bénéfice, quelle que soit la conjoncture du moment, quelle que soit la qualité, parce qu'elle peut être bonne ou mauvaise, de votre gestion, de votre management. Et contre cela, il appartient à l'État de jouer un rôle de régulateur. Si nous avions sur ce marché 20 acteurs, 30 acteurs, véritablement capables de faire jouer la concurrence, les choses seraient bien entendu plus faciles. Justement, pourquoi l'État du Sénégal ne casse pas les monopoles dans ce pays pour permettre à d'autres Sénégalais qui ont les moyens d'investir dans ce secteur? Écoutez, l'investissement n'est pas interdit. La preuve, vous avez le four du Khalife qui a commencé ses activités il n'y a pas trop longtemps. Vous avez eu avant lui, il y a de cela déjà quelques années, NMA qui s'est créé. Donc l'investissement n'est pas interdit. Mais le vrai problème, c'est que vous avez 4 acteurs qui signent en commun un courrier, qui décident ensemble de fixer un prix. Ça s'appelle un cartel. Qu'est-ce que l'État fait pour casser ce cartel? Nous intervenons comme régulateurs. Et c'est pourquoi nous avons tenu à réclamer, d'abord à homologuer le prix. Parce que comme vous le savez, le prix du pain est homologué. Le prix de la farine l'était également, jusqu'en 2006, je crois. Il n'est pas logique, il n'est pas rationnel d'homologuer le prix du pain et de ne pas homologuer le prix de la farine. Donc, nous avons commencé par homologuer le prix de la farine. À partir du moment où il l'était, nous avons interrogé les meuniers afin qu'ils communiquent leur structure de prix, mais pas une structure de prix. Donc chaque meunier a communiqué sa structure de prix. Et en fonction des différents éléments reçus, nous avons procédé à une étude, c'est le ministère du Commerce qui l'a faite, en relation étroite avec le ministre de l'Économie et des Finances. Et au terme de ces études, nous avons pu parvenir à un prix que nous avons considéré comme devant être le prix maximal. Donc voilà le mécanisme par lequel l'État régulateur est allé, disons, s'est présenté comme défenseur
des intérêts du consommateur. Parce que mais ça n'empêche pas, monsieur le Président, que les Sénégalais continuent à dire que les prix sont chers, que malgré les efforts qui ont été faits, que les prix restent en l'état inaccessibles au bas peuple, aux Sénégalais. Vous parlez des prix du pain? Des denrées de façon générale. Écoutez, partons de l'exemple du prix du pain. Nous allons étudier d'ailleurs la structure des prix du pain, parce que nous avons reçu de Monsieur le Président de la République qu'il y ait une étude systématique de l'ensemble des structures de prix. Car malheureusement, notre économie s'est habituée à des prix imposés par les importateurs, par les industriels, au détriment du consommateur, c'est-à-dire au détriment de la grande masse de la population. Donc nous allons étudier l'ensemble des structures de prix sur le marché du Sénégal avec l'objectif de trouver à chaque fois de bons compromis permettant de maintenir l'industrie, mais permettant également aux citoyens sénégalais de bénéficier de prix abordables et qui ne soient pas excessifs ou justifiés simplement par l'existence d'un cartel ou d'un monopole. Mais il faut savoir également que nous avons des prix qui sont liés au marché international. C'est le cas de la farine, c'est le cas du prix du pain, donc, qui est un produit qui est produit à partir de la farine. Le prix du blé, nous n'en avons pas la maîtrise, nous ne le produisons pas localement, pas 1 gramme de blé n'est produit au Sénégal. Il y a le riz, le sucre. Le riz, nous avons un peu de production locale, elle ne suffit pas. Nous avons une production de sucre qui ne couvre pas non plus l'entièreté du marché. Donc, sur le plan alimentaire, nous souffrons d'ailleurs beaucoup en termes de paiement extérieur, en termes de balance de paiement. Nous importons énormément. Le lait également, nous importons beaucoup de lait. Nous ne pouvons pas, à la limite, ce que l'État peut faire, lorsqu'il importe un produit, lorsqu'un produit est importé, c'est de limiter la taxation de ce produit et peut-être même parfois d'y renoncer totalement. Mais pour les Sénégalais, monsieur, qui sont à Canel, qui sont à Sinthiou-Bambey ou bien ailleurs, eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas ces éléments. Ce qui les importe, c'est que le président en campagne avait dit qu'il va baisser les prix, qu'ils s'attendent que le soir ou bien qu'à la fin du mois, qu'ils achètent le riz moins cher, l'huile moins chère, la tomate moins chère, qu'ils payent l'électricité moins chère. C'est des promesses qui ont été faites. Nous sommes dans des démarches quand même qui vont dans ce sens. J'ai expliqué pourquoi il y avait des limites à ces baisses de prix. Mais je rappelle quand même... Ils ne comprennent pas ces limites. Ils attendent les résultats dans le panier de la ménagère. Alors, les résultats sont là, mais ils ont des limites. C'est-à-dire, je ne peux pas... Le président de la République, quand il dit qu'on va baisser les prix, il ne va pas prendre l'engagement de diviser par 2 le prix du pain. Ça c'est pas possible. Il a promis. Parce qu'il y a des limites. Non, il n'a pas promis. Il a fait des promesses de campagne. Il a promis d'agir sur les prix. Et il faut quand même reconnaître qu'en 2012, le taux d'inflation est retombé à 1,6%. Il était à 4% l'année dernière, et 4,1%. Donc il y a quand même eu des effets. Il y a, sur le prix du sucre, jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu le prix du sucre baisser de 110 francs. C'est une réalité. Sur le prix du riz, nous avons réussi à faire baisser le prix de plusieurs dizaines de francs. Donc ce sont des actes concrets. C'est sur le papier. Mais dans les boutiques, chez les détaillants, ce n'est pas le prix qui est pratiqué. Les Sénégalais continuent pratiquement à payer le sucre aussi cher qu'avant. Il y a eu baisse. Il y a eu baisse. C'est vrai qu'il y a eu remontée. Cela pose un autre problème. Ça souligne d'ailleurs à quel point le problème est complexe. Nous avons baissé les prix au niveau du gros, nous avons baissé les prix au niveau du demi-gros, et effectivement, le détaillant, face à un consommateur qui avait l'habitude de payer 690 francs, s'est mis à vendre, au lieu de vendre à 580, parce que toute la chaîne avait été organisée pour aboutir à 580 francs, s'est mis à vendre, parfois à 580, mais ils étaient rares, souvent 600, 610, 620. Mais est-ce que ce n'est pas ça, les limites du gouvernement de ne pouvoir pas imposer les prix chez le détaillant? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mais vous avez tout à fait raison, il y a des limites. Vous savez, dès lors que vous vous mettez dans une logique d'administration de prix, cela devient difficile.
Mais il faut réfléchir et trouver des solutions. Alors dans ce cas-là, quelle est la solution? Il faut avoir des commerçants acceptant d'appliquer les prix. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une contrepartie. Laquelle? Il faut les organiser, il faut leur faire bénéficier des vrais prix au niveau du demi-gros notamment. Il faut leur apporter des facilités. Vous savez, les boutiques souffrent. Le boutiquier, en général, vous devez le constater souvent, il est obligé de fermer sa boutique quand il doit aller la remplir, parce qu'il fait lui-même ses achats. Il faut les organiser, il faut créer des centrales d'achat, il faut signer une part d'engagement avec eux, il faut leur assurer le ravitaillement régulier de leur boutique, et cela, l'UNACOIS est engagé, par exemple, dans cette démarche. Nous avons également d'autres projets dans cette démarche. Il faut aller vers un système de boutiques de référence et il faut lutter également contre des habitudes qui sont les nôtres et qui ne sont pas propices au contrôle des prix, un prix fixe et affiché. Je donne souvent, parce que nous avons tenu des réunions consacrées à cette question, il me plaît souvent de donner l'exemple des télécentres. Mais les télécentres affichaient leurs prix parce qu'il y avait une saine concurrence entre eux et vous aviez unité à 65 francs, unité à 75 francs et on vous facturait le prix qui était indiqué à l'entrée du télécentre. Mais il faut qu'on y parvienne. Et le réseau de boutiques que l'UNACOIS s'est engagé à mettre en place, à encadrer, sera organisé de cette manière. Cette idée avait été avancée aussi avant. Et on a vu des boutiques de référence dans le pays qui ont tombé en faillite. Pour la bonne et simple raison, le Sénégalais qui n'a pas d'argent va chez le détaillant pour faire des crédits. Et quand on fait des crédits, le détaillant peut fixer son prix à sa guise, monsieur le Premier ministre. C'est un problème, ça. Non, c'est pas tout à fait la raison qui avait abouti à l'échec. C'est l'une des raisons qui fait que les détaillants. Mais ce n'était pas la raison principale. La raison principale de l'échec des boutiques de référence, c'est qu'on a créé des boutiquiers. Ce n'est pas un métier dans lequel on entre du jour au lendemain. Là, la logique est inverse, elle est différente. Il y a des boutiques avec lesquelles des contrats sont passés, des engagements sont pris et elles acceptent, contre certains avantages, d'afficher des prix et d'être assurées de l'existence d'une marge correcte. Donc on est totalement dans une autre démarche. Pourtant, monsieur le Président, malgré tous ces efforts, le Sénégal continue à dire que le pays ne marche pas, il ne bouge pas, qu'il ne semble pas le pays bouger. Il semble même que le pays est figé. Vous savez, d'abord deux choses. Une première remarque importante, parce que je crois qu'il faut commencer par cela. Il y a un discours des villes et il y a un discours des champs. Le président de la République, et ça il faut le savoir, c'est important, se soucie d'abord de chercher à résoudre les problèmes des Sénégalais les plus fatigués. C'est un aspect constant de son discours. N'oubliez pas la campagne. Vous voyez, récemment, par exemple, il a inauguré il a posé la première pierre d'un projet de route à 2 voies, 2 fois 2 voies, longeant le bord de la mer, la VDN, qui aura une utilité économique certaine. Mais il en a profité pour rappeler que le plus important reste les pistes de production qui permettent aux paysans d'écouler sa production, qui permettent aux paysans de déplacer son enfant malade, l'épouse qui doit accoucher pour l'amener vers un centre de santé. Voilà les préoccupations profondes et les plus essentielles du président de la République. Là, c'est toujours dans les discours, monsieur le Premier ministre. Non, c'est dans la réalité. Il fait, il promet. Où est le commencement? Où sont les choses qui sont promises? Où est-ce qu'elles ont été faites? Où? Ça commence où? Ça, c'était l'observation générale. Lorsque le président Macky Sall a pu accéder à la magistrature suprême, son premier souci, c'était de mettre fin à la faim dans le monde rural.
Il y est parvenu. Mais monsieur Diop, vous étiez à Dakar, vous n'avez pas eu faim après l'hivernage de l'année dernière, qui était un mauvais hivernage, c'était une année de sécheresse. Personne, sauf le président Macky Sall pendant la campagne électorale, ne s'est soucié des conditions dans lesquelles certains paysans étaient presque en train de mourir de faim. La famine s'était installée. Le taux de malnutrition des enfants a doublé. Et en réponse à cela, l'une des toutes premières actions du gouvernement mis en place par le président Macky Sall et sur ses instructions consistait à mettre en place un programme d'urgence de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour venir en aide au monde rural. Dans le même temps, les éleveurs étaient en train de perdre leur bétail. Là également, des sommes importantes ont été mises en place pour permettre de sauver le cheptel du Sénégal. J'ai parlé des agriculteurs, j'ai parlé des éleveurs. Dans la pêche, les bateaux étaient en train de piller les côtes sénégalaises. Les pêcheurs avaient de la peine à ramener du poisson. Réaction du président Macky Sall, repos biologique, arrêt des licences de pêche pour permettre aux ressources halieutiques de revenir et aux pêcheurs de pouvoir avoir de quoi ramener dans les filets. Monsieur le Premier ministre, voilà des mesures le Sénégal, c'est pas seulement la campagne, c'est les villes aussi. Et aujourd'hui, il y a l'inverse. Ce sont les villes qui nourrissent les campagnes aujourd'hui. Parce que ceux qui sont dans les campagnes viennent dans les villes, dans les bidonvilles, travailler pour nourrir les campagnes. Les gens des villes disent qu'ils n'ont pas de travail. Si vous mettez à votre fenêtre ici, vous voyez la queue qui est devant la fonction publique, où des milliers de Sénégalais cherchent du travail. Vous avez promis de l'emploi aux Sénégalais, ils attendent ces emplois. Monsieur Diop, vous me faites penser à un homme politique que j'ai entendu, je crois que c'était au mois de juillet dernier, qui était évidemment très lié au régime précédent. Moi, je ne suis pas au politicien. Hein. Oui, mais je sais. C'est votre question qui va dans la préoccupation dans le sens des Sénégalais. Vous avez une question qui rejoint un peu sa dialectique. Et donc j'ai lu un jour dans un journal, il dit oui, le gouvernement d'Abdoul Mbaye n'a encore rien fait, il y a les inondations, le problème de l'emploi est encore là, et puis il y avait, je crois, un troisième point qu'il avait évoqué. Mais ça, c'est de l'héritage. C'est de l'héritage que ce monsieur nous a laissé, avec d'autres bien entendu. Vous avez fait des promesses aussi. Mais, en venant au pouvoir, vous avez promis de régler cet héritage. Oui, vous saviez déjà aussi l'héritage que vous allez avoir. Non, je vais y venir. Mais qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir résolu le problème des inondations 2 mois après le premier hivernage, alors que pendant 12 ans, ce problème était là et n'a pas été résolu. Qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir réglé en quelques mois le problème de l'emploi des jeunes au Sénégal, alors que c'est un problème qui est là depuis plusieurs décades. 5 000 emplois, monsieur le Premier ministre, sur 100 000 par an qui viennent sur le marché du travail. C'est une goutte d'eau dans la mer. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, vous avez l'héritage. Vous êtes engagé dans une action corrective. Les exemples que je vous ai donnés là, toutes ces sommes qui ont été engagées pour combattre la malnutrition, pour mettre fin à l'insécurité alimentaire dans les campagnes, pour sauver le bétail, etc., etc., toutes ces sommes ont été consacrées à des mesures de correction. Dans le même temps, des projets se conçoivent. Mais un projet, monsieur Diop. Quels sont ces projets? Mais vous citez par exemple le cas de l'emploi des jeunes. Le ministre de la Jeunesse est en train de réfléchir à il y en a plusieurs, mais je cite celui qui me paraît le plus intéressant, à un projet, il appelle ça les grands domaines agricoles, qui doit permettre d'utiliser dans l'agriculture, dans de nouvelles activités agricoles, des jeunes. Parce que simplement, il y a quand même
une donnée qu'il faut accepter. Dans l'immédiat, nous n'allons pas créer des industries par centaines. Le secteur de l'économie qui peut permettre de créer le plus rapidement des emplois, le secteur productif, c'est celui de l'agriculture. On ne voit pas encore la première pioche jusqu'à présent. Mais je prends l'exemple, je vous donne un exemple. Il vous faut d'abord concevoir le projet. Il est en train d'être finalisé. Une fois que vous l'avez conçu, il vous faut rechercher le financement. Une fois que vous avez le financement, souvent pour utiliser le financement, il faut engager une procédure d'appel d'offres, etc., etc. Et pendant ce mais temps-là, Monsieur Diop, la jeunesse attend, Monsieur le Premier ministre. Oui, mais, elle est impatiente. Oui, mais j'y viens. Je le dis pour ce projet, il faut le dire également pour d'autres projets. Les projets routiers. On nous disait au début, moi j'ai reçu plusieurs entreprises des BTP, ça ne bouge pas, il n'y a pas de marche. Mais ils savent qu'on ne vient pas en avril ou en mars pour lancer des projets autoroutiers le mois suivant. On est obligé de faire des études, de revoir, et parfois d'ailleurs, de revoir et de corriger certaines choses qui allaient être engagées mais est-ce que vous ne de manière anormale. par la réalité des pouvoirs? Mais c'est en train... Vous avez tellement promis aux Sénégalais que vous êtes rattrapé aujourd'hui par la réalité des pouvoirs. Que ce que les gens pensaient dans l'opposition n'est pas la même chose une fois en gérant le pays. C'est d'autres données, c'est d'autres paramètres. Diop, il y a forcément un timing dans les promesses. On ne peut pas régler tous les problèmes du Sénégal et des Sénégalais en un trimestre ou en 2 trimestres. Ce n'est pas possible. On est obligé de se mettre dans une logique d'organisation, de planning, et c'est le cas. C'est le cas. Par contre, lorsque on se rend compte qu'un projet agricole peut prendre une certaine durée, mais à ce moment-là, on identifie ce qu'on appelle les niches, permettant de mettre en œuvre tout de suite des politiques susceptibles de créer des emplois. Première niche, c'est la fonction publique. Il y a des besoins qui ont été identifiés, qui correspondent à de vrais besoins. Hein. Ce ne sont pas des besoins créés pour la circonstance. Il y a donc recrutement à ce niveau-là. On constate également que nous avons un gros problème de sécurité. Le président de la République donne des instructions pour qu'on mette en œuvre une agence permettant, après une formation réduite, de permettre à des jeunes d'assurer certaines tâches de sécurité. Le ministre du Tourisme constate que pour favoriser le développement du tourisme, nous avons justement besoin de ce type d'intervenants. Il est preneur, etc., etc. Donc, il y a un travail qui se fait sur les niches, mais le véritable emploi, il viendra de la croissance économique. Justement. Et la croissance économique, elle s'organise, elle se construit. Elle se construit, et je reviens sur une observation que je vous ai déjà faite, d'abord dans un cadre macroéconomique propice. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où il y a un déficit de 8%, un déficit budgétaire de 8%, et considérer que vous allez continuer à investir. Il faut assainir d'abord, créer le cadre macroéconomique convenable. Même lorsqu'il s'agit de d'abord compter sur de l'investissement privé, il faut un environnement des affaires de qualité que nous sommes en train de construire également. Donc il y a beaucoup de préalables qui, quand même, méritent un minimum d'indulgence. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au Sénégal, qu'il y a des investisseurs qui viennent pour investir dans le pays? Est-ce qu'il y a des investissements qui sont faits, privés, directs dans le pays? Ils existent, ils sont en train de s'organiser, et très sincèrement, hein, je peux par exemple parler de ma fiche d'audience d'hier. J'ai reçu, ce que j'apprenais avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, des Sud-Africains qui sont prêts à investir dans la production de raisins de table. Et c'est merveilleux ça. Pourquoi? Parce que le nord du Sénégal peut permettre cette culture. Et on aurait à ce moment-là la chance, par rapport à un gros concurrent qui va être le Chili, puisque le Chili le fait déjà, de venir sur le marché mondial avec 2 mois d'avance. Les possibilités sont énormes.
Il devait rentrer dans la soirée, dans la nuit. Je l'ai prié de rester. Je lui ai prié d'attendre que l'on puisse organiser une séance de travail qui s'est tenue ce matin à 9h avec les équipes du ministère de la Jeunesse, mes conseillers, etc. Ce que je puis vous dire, c'est que les investisseurs étrangers sont de plus en plus intéressés par le Sénégal. Pour l'instant, simplement parce que l'alternance a prouvé que nous étions et que nous restions un pays stable, c'est important pour un investisseur, également parce qu'il constate que les choses sont gouvernées de bonne manière. Et pourtant, les PME et les PMI sénégalaises et les entreprises sénégalaises continuent à dire que l'État leur doit de l'argent et une dette intérieure qui n'est pas encore épurée, qui ne permet pas de relancer l'économie sénégalaise. Je suis désolé, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Quels sont ces efforts? Ils ont fait l'objet. Et puis, lors de notre conseil des ministres qui s'est tenu hier, le ministre de l'économie et des finances nous a annoncé qu'il n'y avait plus d'arriérés supérieurs à 90 jours. C'est-à-dire ce qu'on considère comme des arriérés. On considère que 90 jours, c'est correct, c'est un délai correct pour payer une entreprise. Il n'y a plus d'arriérés. Nous les avons épongés à la fin de l'année et ça s'est poursuivi au début de cette année. Pourquoi l'activité économique ne reprend pas, monsieur le Premier ministre? Mais elle prend, elle est en train de prendre, monsieur. Hier, j'ai parlé au responsable d'une société de BTP. Je lui reparlais parce qu'en juillet du mois dernier, il parlait comme vous. Il me disait, oui, mais ça ne bouge pas, il n'y a rien. Mais il m'a appelé hier en me disant, tout va bien. On va faire la route dans le nord. Bon, je ne vais pas donner trop de précision parce que sinon on va le reconnaître. J'ai également gagné un marché dans le cadre, je suis très bien placé sur un marché dans le cadre du plan d'urgence, de lutte contre les inondations. Mais les projets sont en train d'arriver. Et l'activité est en train de Est-ce qu'aujourd'hui, si les Sénégalais disent qu'ils constatent que ça ne bouge pas, ce n'est pas parce que vous avez jeté dans la mare ce qu'on appelle les biens mal acquis qu'il faut que ceux-là même qui veulent investir ont peur de sortir leur argent? Non, je ne le crois pas. Le Sénégal peut se passer de l'investissement venant des biens mal acquis, disons des avoirs mal gagnés. Et je ne suis même pas certain. Parce que ce n'est pas nouveau quand même. Hein. Cet argent a commencé à être dépensé, il faut le savoir. Il n'a pas été thésaurisé, mais ce n'était pas des dépenses allant dans le sens d'un investissement. Je ne crois pas. Oui, mais justement, concernant ce dossier bien précis, les Sénégalais estiment que le gouvernement patauge complètement dans ce dossier, concernant les biens mal acquis. Même la communication qui est faite autour de ces biens mal acquis est complètement catastrophique, entre guillemets. Écoutez, le débat est clos depuis les précisions qui ont été données hier par Monsieur le Président de la République. Mais on peut au moins porter une opinion sur la nature de débat. Je vous dis, c'était un faux débat. Et pourquoi? Le Président de la République n'a jamais varié dans ses positions. C'est le Président de la République qui a demandé la réactivation de la CRI. C'est le Président de la République qui a mis en place l'OFNAC. Jamais entendu dire... Mais c'est lui aussi qui a demandé à Bentaleb Diouf de parler de médiation pénale, de 80% à payer, les 20% à conserver. Même s'il est revenu en cause des ministres en disant qu'il appuie, qu'il demande que les biens mal acquis, que le dossier soit totalement vidé, les Sénégalais ont senti là une sorte de tergiversation, des ballons de sonde. Mais vous savez, nous avons un journalisme qui n'est pas toujours d'investigation. Mais quand on prête des propos... Maître Ladiouf l'a dit. Vous savez, Maître Ladiouf, c'est un excellent avocat, hein, parce qu'avec quelques mots, il a créé une véritable tempête dans un verre d'eau. Moi, je me contente de ce que Monsieur le Président de la République me dit, et je n'ai pas reçu d'informations de cette nature, de cette part. Mais beaucoup de Sénégalais se demandent, est-ce que vous avez quelque chose
contre ceux-là qui étaient sur place. Vous l'avez dit qu'il y a des biens mal acquis, il y a des enquêtes qui ont été faites, mais les Sénégalais sentent une sorte de lenteur par rapport à la gestion de ce dossier. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous avez des éléments à reprocher à ceux qui étaient là ou pas? Vous savez, la justice ne doit pas être précipitée. Il ne faut pas se tromper. Ce sont des choses graves quand même. Et les décisions qui vont être prises vont être également des décisions lourdes. On ne peut pas se presser simplement parce que le peuple demande du sang. Tous les citoyens du Sénégal sont présumés innocents. Il faut de l'enquête. Des enquêtes qui ne sont pas simples. Parce qu'en la matière, il faut aller à la recherche de choses qui se cachent. Aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Et quand c'est à l'étranger, ça ne dépend même plus des enquêteurs sénégalais. Donc, on est vraiment dans un domaine complexe, difficile, et il faut être prudent. Est-ce que les enquêtes Il ne faut pas se tromper. Est-ce que les enquêtes ont donné quelque chose? Et il y a des enquêtes qui commencent à donner quelque chose. Même quand ce n'est pas parce que ça a donné quelque chose qu'il faut s'arrêter. Parce qu'il y a parfois du complément. Mais vous avez bien vu, que j'ai lu, je crois c'était hier ou avant-hier, un journal qui titrait « Il n'y a jamais eu autant de VIP dans les prisons ». Bon, on ne va pas s'en réjouir, mais ça montre au moins que quelque chose est en train de changer. Est-ce que d'autres VIP vont tomber ou pas? Écoutez, moi, je vais pas anticiper sur l'action de la justice. Laissons-la suivre son cours au rythme qui est le sien, dans le respect du droit de toutes les personnes, des droits de toutes les personnes qui seront concernées. Mais monsieur le Premier ministre, vous avez été banquier avant d'être Premier ministre. Vous saviez bien que les biens mal acquis, que l'argent planqué dans des banques, ce n'est pas facile à trouver. Et pourtant, le gouvernement a montré aux Sénégalais que vous avez des choses solides, qui sont sur la bonne voie, qu'ils vont attraper les gens et les mettre en prison. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que le dossier n'est pas aussi facile qu'on le pensait. On n'a jamais dit que le dossier était facile. C'est l'impression qui a été donnée par certains membres du gouvernement. Non. Un peu partout dans les débats. Non. Le dossier ne peut pas être facile. Et ce n'est pas parce qu'il est facile sur 1 milliard que vous avez trouvé qu'il va l'être également sur 10 qui restent. Et c'est cela également. Quand vous commencez une enquête, vous vous donnez quand même le temps de la boucler. Il arrive un moment où vous vous dites, bon, là, je suis allé suffisamment loin, je pense que je n'aurai plus rien d'autre, mais à chaque fois que vous mettez le doigt sur un petit point et que vous trouvez un fil, vous le tirez pour voir où il va vous mener. Donc on ne peut pas préjuger de la durée d'une enquête. Justement, est-ce que ce fil-là, il y a des ramifications auxquelles il peut mener, que ça pourrait faire reculer le gouvernement sur ce point bien précis? Je ne vois pas le gouvernement reculer sur ce dossier. Je ne vois pas le gouvernement reculer sur ce dossier. Il y a des sommes qui ont été détournées, des fonds qui ont été détournés, des enquêtes sont en cours, on se donne le temps. J'oubliais d'ailleurs, le président de la République, c'est lui également qui donne les instructions pour que les audits se mènent. C'est lui qui donne les instructions. Donc, il n'a pas varié dans son discours. Parce qu'il y a eu beaucoup de sommes qui ont été annoncées au Sénégal aujourd'hui. Combien évaluez-vous, monsieur le Premier ministre, les préjudices qu'aurait subi le Sénégal concernant les biens mal acquis? Je suis incapable d'évaluer ce préjudice. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Si je le savais... Vous êtes le Premier ministre du Sénégal. Non. Vous avez des informations pour savoir combien les Sénégalais ont été spoliés. Non, il est impossible de Parce le que vos avocats avancent 430 milliards, d'autres avancent 2000 milliards, on ne sait plus. Combien les Sénégalais ont besoin d'avoir l'information pour savoir combien le Sénégal, pendant 12 ans, a perdu, s'il y a perte d'argent. Non, je suis incapable de donner des chiffres. Moi, vous citiez tout à l'heure mon passé de banquier, j'attends des comptabilités, j'attends des chiffres identifiés, j'attends des résultats d'enquête. Je suis incapable de dire... Là, vous n'avez pas de chiffres par rapport à cela? Non, nous n'avons pas de chiffres. Nous n'avons pas de chiffres prévisionnels d'ailleurs, puisque ce sont des enquêtes qui se poursuivent. Comment voulez-vous que je dise on va faire entrer 2000 milliards et demain on va être à 3000 milliards, on va dire oui, le Premier ministre a peut-être cherché à cacher les 1000 milliards. Ou on sera en 500 millions, on dira la différence est allée dans telle ou telle poche. Non, soyons sérieux. Laissons les enquêtes se dérouler à leur rythme. Laissons les procédures suivre leur cours
Et laissons également ceux qui sont concernés présenter les justificatifs, se défendre, et nous arriverons bien à un moment donné, et dans peu de temps, hein, à mon avis, dès la fin de ce premier trimestre et peut-être le second semestre. D'ailleurs, il y a des cas qui sont, on a identifié des mouvements de fonds dans le cadre de Sudatel, c'est clair. Donc ça vient. Sudatel, ça concerne Thierry Ousmane Sy, qui est déjà en prison, et Aboucher Kariwad, qui est l'un des négociateurs dans Sudatel. Est-ce qu'il est concerné par le dossier? Écoutez, je ne peux pas en parler. Les résultats, l'enquête suit son cours. Dans le cas de M. Sy, les éléments étaient là qui permettent de constater qu'il est impliqué et qui ont pu conduire à son mandat de dépôt. Cela a été fait. Le reste, mais pourquoi voulez-vous être pressé? Parce que les biens mal acquis, M. le Premier ministre, font partie d'une revendication forte des Sénégalais. Une demande sociale, comme la baisse des prix. M. le Président Macky Sall a été élu sur cette base-là. Vous devez informer aux Sénégalais où en êtes-vous par rapport à ces dossiers, parce qu'ils attendent. Ce qui se passe, ce qu'ils voient, les Sénégalais, c'est que ces biens mal acquis sont en train d'être recherchés, qu'on en trouve des traces et qu'on continue de les rechercher. On n'arrêtera pas ce combat. Mais le Sénégalais ne peut pas demander au gouvernement de violer la loi et de ne pas respecter les droits des personnes qui sont concernées. Ce n'est pas possible. Le président Macky Sall, l'ensemble de son gouvernement, ne vont pas aller contre le respect des droits de certains citoyens sénégalais. Par contre, dans la fermeté, dans l'engagement, tout est intact. Mais est-ce que la médiation pénale qui a été proposée n'est pas quelque part une difficulté à aller au fond de ce dossier qui font que les gens veulent aujourd'hui peut-être sortir par la petite porte? Et moi, je n'ai pas proposé de médiation pénale. Le président de la République n'a pas proposé de médiation pénale. J'ai suivi le débat sur la médiation pénale. Il y a le porte-parole du gouvernement qui a expliqué à des journalistes ce qu'était la médiation pénale. Mais la médiation pénale, elle est là, elle est dans notre code de procédure pénale, je crois que c'est l'article 32, et puis c'est tout. Oui, mais c'est ça le problème, monsieur. Le porte-parole du gouvernement, quand même, quand il parle de façon officielle. Mais il n'a pas dit que nous allions vers la médiation pénale. Il a dit la médiation pénale, c'est cela. La médiation pénale, ça peut permettre d'eux, mais il n'a jamais dit que, le gouvernement avait décidé de recourir à la médiation pénale. Il faut quand même relire... Est-ce que ça ne pose pas, monsieur le Premier ministre, ce que les gens disaient, le problème de communication dans le gouvernement, le problème même de dire aux Sénégalais ce qui se passe, ou quand le ministre de la Justice sort, fait une déclaration, le ministre de porte-parole du gouvernement fait une déclaration, d'autres ministres font des déclarations, les Sénégalais sont tournoulés par rapport à cette communication tous azimuts, qui n'est pas cohérente, qui est désharmonieuse. Moi, je serais moins critique, moins dur. Par contre, c'est un constat, monsieur le Premier ministre. Par contre, je considère que l'écho donné à certains échanges par notre presse est excessif. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, quand je vous dis que c'était un faux débat, c'est un faux débat. Le vrai problème, quand la presse souhaite reprocher, se met dans une position consistant à reprocher à Monsieur le Président de la République de vouloir recourir à la médiation pénale, parce que c'est cela que j'ai lu dans... Mais on s'intéresse d'abord à ce qu'il a fait jusqu'à présent, aux actes qu'il a posés et aux propos qu'il a tenus. Parce que Béthéla Diouf a dit qu'il a rencontré le président. Monsieur Diop, moi, ce sont les propos de Monsieur le Président de la République qui m'intéressent. Ce sont les actes posés par Monsieur le Président de la République qui m'intéressent et qui doivent concerner tous les Sénégalais sur un sujet aussi sensible. Sachons distinguer les faits et... Il y a peut-être eu des échanges, je crois même qu'il y a eu des échanges, mais il y a peut-être eu aussi incompréhension. On ne peut pas, de manière aussi certaine, dire le président de la République a dit à monsieur qui l'a répété, et puis sur cette base, remettre en question toute une stratégie, une politique mise en œuvre par le gouvernement sur instruction et sur indication de monsieur le président de la République. Il y a problème. Nous sommes dans le domaine de la justice, restons-y. Il y a l'affaire Hissène Habré, monsieur le Premier ministre.
l'opposition a dit que vous deviez rendre le tablier parce que le jour où Habré sera jugé, on risque de vous appeler à la barre. Parce que vous étiez le banquier qui a récupéré l'argent d'Hissène Habré pour le mettre dans des comptes bancaires quand il est venu au Sénégal. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Non, ce n'est même pas une question d'ailleurs. C'est l'opinion d'une certaine presse ou de certains opposants. Je ne sais pas ce que je peux ajouter. Sinon, quel est le rôle réellement que vous avez joué quand M. Hissène Habré est venu au Sénégal avec l'argent qu'il a amené? Qu'est-ce que vous avez fait pour éclairer l'opinion sénégalaise? Écoutez, M. Hissène Habré est arrivé comme d'autres personnes arrivent et s'installent au Sénégal. Sauf que lui, il était chef d'État. Quand même un ancien chef d'État. Il avait besoin, tout comme il a probablement eu besoin d'un coiffeur et d'un tailleur, il a eu besoin d'un banquier. Et pas d'un d'ailleurs, peut-être de plusieurs. En tout cas, il est devenu mon client et il a déposé dans la banque que je dirigeais des sommes qui n'avaient rien d'excessif et que d'autres Sénégalais, je ne vous le dirai pas, secret professionnel oblige. Mais ce que je puis vous dire par contre, c'est que ça n'avait rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on pouvait recevoir d'autres Sénégalais dans les mêmes conditions. Mais certainement pas. Certainement pas. C'est une opération bancaire normale, habituelle, non interdite. C'est tout ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, M. le Premier, l'opposition dit que si le procès d'Habré se tient à Dakar, l'article 10 organisant les chambres africaines extraordinaires dit que toutes les personnes qui sont mises en activité, même le chef d'État, peuvent être appelées à la barre. Est-ce qu'aujourd'hui, les avocats de Hissène Habré ou bien des autres ne peuvent pas vous appeler à la barre? Pourquoi? Comme pour complicité de torture et de meurtre? Non, peut-être ils disent que l'argent qu'Hissène Habré a amené au Sénégal appartenait au gouvernement tchadien. Vous avez suivi le débat lors de la motion de censure? J'ai suivi. Vous vous souvenez des propos de Maître El Hadjouf que vous citiez tout à l'heure? Il a été clair. Monsieur Hissène Habré est poursuivi pour des crimes contre l'humanité. Il n'a jamais été poursuivi pour avoir détourné de l'argent public. C'est clair. Et je ne vois pas en quoi on va me demander de venir à la barre vous ne prévoyez pas témoigner cette éventualité-là qui peut être possible d'attitude de torture. Vous ne la prévoyez pas, cette éventualité-là? Écoutez, laissons-la également, laissons la justice suivre son cours et puis on verra bien, on décidera à ce moment-là. Un autre point, M. le Premier, c'est concernant les Dara. On a vu aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à la Médina, le gouvernement a pris la décision d'interdire la mendicité. Il y a un levé de bouclier de certains marabouts de Dara qui contestent cette décision qui a été prise, qui menace même mystiquement le gouvernement. Le gouvernement n'a jamais pris la décision d'interdire la mendicité. Le gouvernement a pris la décision de faire appliquer la loi. Mais que peut-on attendre d'un gouvernement sinon de faire appliquer la loi? Ça, c'est la première des choses. Je crois également que peut-être un peu de mauvaise foi crée de la confusion dans les propos que j'ai tenus, que j'ai pu tenir. Nous n'avons rien contre les Dara. Par contre, il y a Dara et faux Dara. C'est ça la réalité. Lorsqu'un enfant de 4 ans ou de 5 ans est réveillé le matin à 5 heures ou 6 heures du matin, qu'on lui fait parcourir des kilomètres et des kilomètres pour lui exiger de revenir avec du sucre ou de l'argent, etc., un minimum d'argent, il arrive épuisé dans un lieu comme celui de la Médina, où il s'entasse à 80 dans une baraque, sans eau, sans lumière, qui dort très peu. On le réveille le lendemain. Mais Dara, c'est d'abord un lieu d'enseignement. Où est le Dara? C'est de l'exploitation organisée. Et ça, notre loi réprime cela. Quand on oblige un enfant à aller mendier pour ensuite lui exiger qu'il vous reverse
le fruit de sa mendicité, de la mendicité, mais la loi sévit. Mais est-ce que vous avez les moyens d'appliquer la loi? Bien évidemment. Mais sinon, ce n'est pas la peine d'être en fonction. Mais nous sommes là pour ça, pour veiller au respect de la loi. Parce que beaucoup de Sénégalais disent que... Quand je crois avoir lu ce matin, entendu rapidement à la radio, ceux qui me promettent des répliques mystiques. Mais quand quelqu'un dit « nous avons un Dara », mais il n'a qu'à donner son adresse et son numéro de téléphone et appeler les journalistes. Voilà un rôle dans lequel je suis persuadé que vous seriez très utile. Qu'il amène, qu'il fasse visiter son Dara par les journalistes. Et lorsqu'il a un internat, mais qu'il fasse également visiter son internat par les journalistes. Et pour qu'on puisse constater ce qu'est ce Dara. Les bons Daras existent. Ils seront aidés et ils doivent être aidés. Il y a un programme pour cela. Et il y aura même, dans une belle complicité avec l'État, recherche d'amélioration de leur fonctionnement, pas seulement sur le plan subvention, mais sur le plan curricula supplémentaire à introduire. Pourquoi? Je vais même le dire en wolof. Bopp boo xam ne alxuraan xaj na ci leneen xaj na ci mais bu boobaa da nga koy jàngal nasaraan jàngal ko métier mais loolu yëpp mën na ne gouvernement ak borom daara yi ànd ci waaye am na loo xam ne du daara jël doomu jàmbur jëlee ko Guinée-Bissau rombaloo ko Ziguinchor Kaolack Médina Niassène rombaloo ko Touba Tivaouane indi ko Dakar fii ci Médina ba pare naan fi nga koy jàngale fi nga koy jàngal alxuraan bés bu ne nga yónni ko mu génn kër ga du kër sax fi nga koy laq wala fi nga koy denc mu sonn ci biir dëkk bi fu nekk mu wër fa mës naa jajeek benn taalibe benn bés ma ne ko mais taril Fatiha mais mënu ko woon jàngale alxuraan moom ñëpp ko bëgg ñëpp ko man mii di wax ak yow mars bu daaw maa ngi woon ak sama oustaz di jàng alxuraan di jàng arabe. En français aussi. En émission. En français également. Donc, j'étais en train de vous dire que nous ne pouvons pas être contre l'enseignement de l'arabe. Mais il y a quand même enseignement et exploitation. Ce sont deux choses totalement différentes. Même lorsqu'on évoque le passé, moi, mon père a été talibé. Mais il nous expliquait que le matin et l'après-midi, ils apprenaient le Coran. À midi, ils allaient chercher de la pitance dans les maisons. Mais ils n'étaient pas en train de parcourir les rues de Kaolack du matin au soir pour récolter des francs qu'ils allaient ensuite donner au maître coranique. Ça n'a jamais existé, ça. Mais on est obligé de combattre cela. On avait commencé avec la politique, monsieur le Président. J'aimerais bien qu'on boucle cette émission sur ça. Vous êtes maintenant au cœur de la politique, même si vous n'êtes pas politicien, vous dirigez un gouvernement éminemment politique. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? C'est une question curieuse. Pourquoi? J'ai l'ambition de contribuer de toutes mes forces et de tout mon engagement à la réussite de la politique que le président Macky Sall définit pour la nation. Si c'est ça que vous appelez ambition politique. Qui est président d'un parti politique. Est-ce qu'un jour on peut s'attendre à ce que le Premier ministre rejoigne les rangs d'un parti politique, l'APR, l'AFP ou un autre parti? Pour l'instant, c'est hors de question. Pourquoi? Simplement parce que le président de la République m'a choisi en me disant très clairement « Je retiens pour diriger un gouvernement de coalition quelqu'un qui ne fait pas de la politique. Et je ne souhaite pas que vous en fassiez. » Mais je n'en fais pas. J'ai accepté le contrat. Est-ce que vous croyez à cette coalition aujourd'hui?
compte tenu du fait qu'il y a des velléités aujourd'hui de certaines partis qui sont dans la coalition d'aller faire cavalier seul pendant les locales? Écoutez, l'histoire politique du monde montre que les coalitions peuvent durer, montre également que les coalitions peuvent parfois être éphémères. Moi, personnellement, compte tenu de cette équipe avec laquelle j'ai pris l'habitude de travailler, j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Mais vous ne pouvez pas maintenir par la force quelqu'un qui souhaite partir ou qui trouve un intérêt politique à ne plus rester au sein de votre coalition. À ce moment-là, mais là, ce sera une décision politique relevant de l'autorité de Monsieur le Président de la République, une décision sera prise et on réaménagera les équipes et on continuera à mettre en œuvre le programme Yoonu Yokkute. Bientôt les locales, il y a le Rewmi qui commence à faire campagne à travers le Sénégal en se positionnant, Idrissa Seck, et en sortant aussi des déclarations pour dire que le gouvernement doit respecter telle ou telle façon de faire, qui est très critique. La solidarité du gouvernement ne la sent pas. Écoutez, vous me faites, on aborde la fin de l'interview et vous me faites revenir au tout début de vos questions. Le président de la République est très clair. Et il faut vraiment, en tout cas, ça nous aide beaucoup. En Conseil des ministres, je dis, écoutez, ici, nous conduisons l'État. Nous sommes ensemble et on met en œuvre la politique que je définis. C'est clair. Hors de ça, vous avez vos activités politiques. Vous les menez. Mais qui critique ce qui est fait ensemble, au bureau. Il arrivera par contre un moment où le Rubicon étant dépassé, étant franchi, à ce moment-là, il faudra probablement prendre de la décision. Mais je vous rappelle encore, et je vous l'ai dit, ce ne sera pas ma décision. Je ne peux pas ne pas faire de la politique et décider de mettre fin à la coalition. Ça n'a pas de sens. Par contre, j'ai la responsabilité de faire savoir à Monsieur le Président de la République que tel ou tel ministre, qu'il soit d'ailleurs membre de la coalition hors APR ou APR, ne travaille pas dans le sens des objectifs que lui-même fixe. Et à ce moment-là, la décision sera prise. Ça, c'est ma part de responsabilité. Mais au-delà de cela, bien évidemment, c'est le président qui décide de tout. Merci de nous avoir suivis sur Question Directe avec M. le Premier ministre Abdoul Mbaye, le Premier ministre du Sénégal. Le 3 avril prochain, il fera un an à la tête du gouvernement du Sénégal. Merci, M. le Premier, de nous avoir reçus chez vous. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.